Je voulais regarder ça. Les trois I. Immigration, insécurité, islam. Le problème des trois I. Voilà la politique des fachos résumée en 3 mots. Ouais, il y a de l'immigration, il y a de la sécurité, il y a de l'islam. En fait, c'est ça le problème des Français. Bien sûr, c'est pas l'inflation, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas la crise politique, c'est pas qu'ils ont aucun pouvoir sur la vie démocratique. Non, c'est que immigration, islam et insécurité. Et en fait, il faut savoir que les trois se nourrissent. En fait, l'immigration, ça amène de l'islam, l'islam, ça amène de l'insécurité. L'insécurité, c'est lié à l'immigration. L'immigration, c'est de l'insécurité. Et l'islam. Voilà le niveau de réflexion des fachos. Donc, on va regarder cette petite vidéo de 7 minutes. Et on va essayer de pas trop s'énerver. Et moi, de toute façon, c'est en Y plutôt qu'en I. Voilà, moi, je suis quelqu'un. Je suis un peuple. Je suis un citoyen du monde. Moi, je veux pas le I nationaliste. Je veux le I grec. Ah, il n'y a pas de son. Mais en fait, on devrait faire toutes les vidéos de frontières comme ça. Je crois que c'est le seul moyen pour qu'ils disent pas de conneries, quoi. Là, je suis pratiquement d'accord avec eux, là. Putain, mais je vous avais jamais été aussi pertinent, frontières. C'est incroyable. Mais j'ai trouvé la solution, en fait. Coupez le son. Le rapport sur les frères musulmans est enfin publié. Et voilà que les élites... Ah, ils sont encore sur le rapport des frères musulmans, il y en a marre. Oh, les 3 E, ennui, ennui, ennui. La plume tremblante et le regard fuyant feignent l'étonnement. Comme si la vérité nue et implacable n'avait pas été hurlée depuis des décennies par ceux que l'on vouait aux gémonies. Zemmour, Le Pen ou nous chez Frontières. Depuis 10... Bon, après vous, ça fait pas 10 ans, vous n'existez pas depuis 10 ans. Arrêtez de faire genre, vous n'existez pas depuis 10 ans, vous existez depuis 3 ans, même pas. Max, vous êtes des bébés. Donc vous retournez à votre place de bébé, en fait. Ok? Pourquoi on est d'extrême droite? Nous, d'extrême droite, preuve. Zemmour, Le Pen, ça c'était des vrais gens. Mais d'où on est d'extrême droite? Ah oui, c'était Livre Noir. Ah bah, vous avez 5 ans en fait. Voilà. Nous alertons sur l'islamisation rampante, l'insécurité galopante, l'immigration incontrôlée. Nous avions tout prévu, tout annoncé. Ah, vous aviez tout prévu, mais pourquoi vous avez rien fait alors? Mais en plus, on regarde vos trucs, la France devait être musulmane en 2000, après en 2010, après en 2000... Eh, vous êtes pire que les fans de l'Apocalypse qui disent « Ouais, non, mais la fin du monde, c'est dans 10 ans, là. Là, la fin du monde, là, 2012, 2015, 2020. » Vous êtes pareil. Ça fait 50 ans que vous nous dites qu'il n'y aura plus de blancs. Il faudrait retrouver, vous rappeler, il faudrait voir les médias, je vais retrouver les images, mais des unes du Figaro, là, la France voilée, on voyait Marianne voilée dans les années 90, 2000. On a toujours le même truc. Vous arrêtez pas de dire que dans 10 ans, ça y est, l'islam aura gagné, ça y est, les blancs n'existeront plus, ça y est, oh là là, arrêtez quoi. Arrêtez de faire genre, vous avez tout prévu, vous vous êtes raté sur tous les points. Lis le sous-titre de leur revue, là, de leur revue. Niel, Sadeh, Kretinsky, les oligarques, ces milliardaires qui financent la gauche. C'est une blague ou quoi? Enfin, déjà, de quelle gauche vous parlez? Il y a vraiment les droitards qui sont en mode vous êtes financés par des milliardaires? Il y a vraiment des gens qui vont nous faire ça? Mais vous avez la bourgeoisie de votre côté. Allez, il y a peut-être 3-4 millionnaires qui viennent soutenir la gauche. Encore quelle gauche? Hein? La gauche de Clémentine Autain, merci. Déjà, Clémentine Autain, tout ça, pourquoi ça existe? Mais c'est... Vous vous foutez de notre gueule, en fait. Et à un moment donné, stop. Et pourtant, ils ont ri, ils ont moqué, ils ont calomnié. Ils ont moqué. Eh, vous avez moqué, là, c'est stop. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Mais à quel prix? La France, jadis... Mais quoi? Quel fait vous donne raison? Comment ça, vous avez raison sur quoi? En quoi vous avez raison? Faut me dire... Allez, dites-moi, c'est quoi? Là, vous dites immigration, islam, c'est des dangers. En quoi? Si seulement ils nous avaient écoutés plus tôt. Le rapport sur les frères musulmans. Oh là là, mais c'est quoi? Ça va être sur le frère musulman, les gens. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer à quel point ce rapport pue la merde, à quel point c'est n'importe quoi. Si les musulmans, ils sont pas intégrés, c'est parce qu'ils sont séparatistes, frères musulmans. Si les musulmans sont intégrés, c'est parce qu'ils sont en train d'infiltrer l'État, frères musulmans. Dans tous les cas, les musulmans, c'est des frères musulmans qui veulent conquérir la France. Il n'y a rien à faire. Ils ont déjà la réponse à leur question. Oui, les musulmans sont en train d'infiltrer la France. Ouais, ils sont en train de changer là, les frères musulmans, voilà, en mélangeant tout, salafistes, wahhabites, frères musulmans, ouais, bref. La marre du déni révèle ce que nous martelons sans relâche. Une organisation... La musique, elle est là pour dire, voilà, là c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qu'on est en train de faire là. On l'avait dit, on avait tout dit. On avait dit que dans 10 ans, l'État français allait se fasciser au point d'inventer une infiltration des frères musulmans pour faire oublier aux gens la destruction du service public. On l'avait prédit, fallait nous écouter. Ah non, merde, ça c'est nous. Tentaculaires, infiltrés dans les mosquées, les associations, les écoles. Les musulmans infiltrés dans les mosquées, c'est quand même pas mal.
les musulmans infiltrés dans les mosquées. Distillant son venin islamiste avec la bénédiction d'une gauche complice. Les frères musulmans, ces apôtres d'un islam politique conquérant, ne se contentent pas de prêcher, ils structurent, ils financent. On a structuré quoi, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi ce que nous, les frères musulmans, on a structuré. Et toujours la même question que je pose et dont je n'ai aucune réponse. On n'arrête pas de parler de la puissance d'infiltration des frères musulmans dans les plus hautes sphères du pouvoir. Quelle est la dernière victoire institutionnelle des musulmans ces 20 dernières années? D'habitude, je disais ces 15 dernières années, et allez, je vous donne 5 quand même. Ces 20 dernières années, quelle est la grande victoire des musulmans en France? C'est quoi? Institutionnellement, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Je veux dire, vu qu'ils ont infiltré toutes les institutions, quelle a été l'avancée? On n'a que des reculs. Ils ont fait de la France une terre de mission, un terrain à coloniser, et ce sous les yeux d'une république aveuglée par son propre ethnomasochisme. Et encore une fois, les frères, il faut arrêter, Frontière, de me faire des vidéos de racistes avec des gars qui pourraient s'appeler Rachid. Moi, ça, j'ai des cousins qui lui ressemblent. Eh, les fachos, vous êtes plus... Est-ce qu'on peut nous rendre les vrais bons fachos, en fait? Les fachos de l'époque. Les Roger, les Didier, bien blancs. On sent ils ont le nez rouge tellement ils ont bu du pinard. Et sortez-moi ces rebeux là. Le Sénat dans ses auditions l'avait déjà souligné. Des imams salafistes ou fréristes envoyés par des états tiers prêchent la haine sans filtre, sans contrôle, tandis que des associations gavées d'argent public menacent notre pays. Et pourtant, on nous traitait de paranoïaques. Oui. Ah oui, vous êtes parano. Oui. Non, mais ça change rien. En plus, ce qui m'amuse, c'est que l'État n'est pas paranoïaque. L'État sait très bien qu'il n'y a pas d'infiltration musulmane en France. Eux, ils sont vraiment dans le cynisme. Moi, je pense que Frontières, ils sont bêtes à manger du foin. Et ils sont persuadés qu'il y a une infiltration islamiste. Par contre, des Macron et compagnie, eux, je suis persuadé que c'est le cynisme et c'est le calcul et c'est une stratégie de fascisation pour faire passer la caste sociale. Il y a quelques années, sur le plateau de CNews, je lançais un cri d'alarme. L'islamisme avance. Avant, c'était à pas feutrer. Maintenant, c'est avec un bulldozer. Lequel? Vas-y, dis-moi, c'est quoi ce bulldozer? Donne-moi un exemple du bulldozer, là, islamiste. Ah, ça va parler, les gens. Nice, ça te dit quelque chose? Les gens, ça c'est du terrorisme, c'est nous le PDH, c'est nous le bulldozer, d'accord. Ok, moi je suis d'accord alors. Si c'est nous le bulldozer islamiste, je suis en mode, ok, ça marche, j'accepte d'être un bulldozer. On m'accusait d'exagérer, de stigmatiser. Mais les faits sont têtus. Les mosquées conquérantes poussent comme des champignons. Vas-y, dis-moi, quelle est la définition d'une mosquée conquérante? Et tu sais, ils balancent des phrases comme ça en mode les mosquées conquérantes poussent comme des champignons. Allons-y. Qu'est-ce qu'une mosquée conquérante? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le mot conquérante? Quelles sont les caractéristiques de cette mosquée qui font que tu dis que c'est une mosquée conquérante? Et elle pousse comme des champignons. Tu as des statistiques? Tu as des statistiques sur le... Je veux dire, il y a énormément de mosquées qui poussent et encore plus de mosquées conquérantes. C'est-à-dire qu'elles poussent comme des champignons. C'est-à-dire qu'elles poussent plus que les autres mosquées. Donc déjà, il faudrait me faire voir l'augmentation du nombre de mosquées en France, mais surtout de mosquées conquérantes. Quels sont les chiffres? Et sur quoi tu te bases en fait? Et enfin, imaginons que des mosquées conquérantes poussent comme des champignons en France. Quel est leur degré d'impact? Quel est leur impact? Et comment tu peux mesurer leur impact? Voilà, plein de questions comme ça. Mais c'est plus facile quand t'es facho de juste dire « Ouais, les mosquées conquérantes poussent comme des champignons en France. » Tout le monde le voit bien, oui, ça sera leur réponse. En fait, il suffit d'ouvrir les yeux, en fait. Il suffit de... Tout le monde le sait, en fait. C'est une évidence. Les voiles se multiplient. La loi islamique s'insinue dans les esprits. La loi islamique s'insinue dans les esprits. Je pense que la gauche fait même pas 30%. Donc, à quel moment la loi islamique... Je veux dire, c'est la droite qui gagne, c'est les idées fachos qui gagnent. Il y a une hégémonie raciste en ce moment. Où est-ce que la loi islamique... Déjà, laquelle loi islamique? Mais à quel moment la loi islamique s'immisce dans les esprits? Où? Quand? Comment? Un sondage IFOP de 2020 révélait que 57% des jeunes musulmans de moins de 25 ans considérer que la charia devrait être au-dessus des lois de la République. Toujours le même truc et toujours la même réponse. Demande au catho qui est le plus important entre Jésus et Macron. Avec toujours ce mot charia qu'ils n'arrivent pas à définir. C'est les lois islamiques, Mais lesquelles lois islamiques? Tu vois bien que c'est pas la même charia partout et que même dans l'histoire, c'est pas la même charia. Et quel est l'usage humain dans la charia? Quel est l'impact humain dans la charia? Mais toujours charia, ça fait peur, charia. Et incroyable, des croyants qui disent que Dieu est plus important que la République. Waouh. Maintenant, toujours la même question. La question à se poser, c'est est-ce que les musulmans vivent contre les lois de la République en France actuellement?
Eh ben apparemment non. Apparemment, dans les faits, voilà, ils sont adaptés dans leur très large majorité aux lois de la République. Quand bien même ces lois de la République sont totalement racistes. La preuve, par exemple, des jeunes filles voilées lycéennes enlèvent leur voile pour aller au lycée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce qu'elles doivent faire en fait? Et en plus même, 57% des jeunes musulmans de moins de 25 ans. Donc déjà, tu dis bon, allez, la moitié des musulmans de moins de 25 ans disent que la charia est supérieure à la République. Donc déjà, il y a tout un débat à savoir qu'est-ce qu'on entend par charia, qu'est-ce qu'on entend par République. Est-ce que pour eux, ça veut dire qu'ils vivent en contradiction avec la République? Est-ce que pour eux, ça veut dire que la vie en tant que musulman n'est pas possible en République? Plein de questions à poser. Mais déjà, des moins de 25 ans, ça représente quoi? Il y a 6 millions de musulmans en France. Allez, prenons même plus large. 8 millions de musulmans en France. Prenons les moins de 25 ans. On va faire large, on va dire que c'est le quart. Donc ça fait 2 millions. Allez, même 3 millions. Et maintenant, 57% d'entre eux pensent que la charia est plus importante que la République. Donc ça fait 1,5 million d'entre eux. Sachant qu'on ne sait pas ce qu'ils entendent par la charia est plus importante de la République. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire sur leur manière de faire? Est-ce que ces gens qui disent ça sont dans l'illégalité dans la République? Est-ce qu'ils ne respectent pas les lois de la République? Comment ça se passe? Tu vois? Ça pose plein de questions. Mais c'est pas ces 1 million de musulmans qui vont renverser la République. Là, tu vois, il y a très peu de chances. Tu n'es pas pour la charia, toi? Mais ça ne veut rien dire, tu n'es pas pour la charia. Je veux dire. Aucun musulman vous dire je suis contre la charia, ça n'a pas de sens, mais c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est la charia. Les gens, il n'y a pas. En fait, il faut arrêter avec ce mythe. Il n'y a pas un livre qui s'appelle la charia. Il y aurait les lois, les règles. Il faut arrêter les lois islamiques. Bah vas-y, trouve-moi où elles sont inscrites ces lois islamiques. Trouve-moi le livre de la charia, s'il te plaît. Dagan, je la trouve où? Dis-moi où je la trouve, cette charia, avec les lois islamiques édictées. Vas-y. La charia, hein. Je te parle de la charia. Il n'y a pas de livre la charia, bah oui. Tu commences à comprendre des choses. Il me disait, il n'y a pas de livre de la charia, tu le sais très bien. Oui. Exactement, oui. C'est ce que j'arrête pas de dire, oui. La charia existe. Tu sais, c'est aussi débile que dire le djihad existe. Oui et non. Le gars va découvrir la complexité des termes religieux, de la diversité des interprétations dans l'histoire, selon le contexte social, dans la géographie. L'islam existe. Deuxième, d'ailleurs, le titre 2 de ma vidéo, on va pouvoir y travailler là avec Milan parce que la vidéo de Cassandre va bientôt sortir. Ça s'appelle L'islam n'existe pas. Et on va aborder tout ça. Et tu vas voir à quel point le truc de la charia, c'est débile quoi. Mais bref, voilà, c'est tellement compliqué pour t'expliquer. Wissam, t'es pas pour la charia? Tu vois, par exemple, c'est comme te dire si t'es musulman, t'es pour le djihad. Qu'est-ce que ça veut dire le djihad maintenant? Alors là, 150 interprétations. Et même en parlant du djihad guerrier, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les règles d'application? Quand est-ce qu'on parle de djihad guerrier? Tu vois, voilà. Mais vous les fachos, il suffit de dire le djihad, la charia. Les lois de Dieu, si tu préfères. Qui édicte ces lois de Dieu là sur la charia? Qui édicte ces lois de Dieu? Vas-y, dis-moi, vas-y. Moi, je veux t'amener à comprendre le problème. C'est Dieu et tu les trouves où ces lois de Dieu? Il y en a dans le Coran. Dans le Coran, je crois que c'est même pas 20%, 30% des lois, des textes qui est vraiment normatif. C'est-à-dire que si tu te reposes que sur le Coran, il y a 95% de la société humaine, tu ne sais pas comment gérer. Parce que le Coran ne te le dit pas. Donc, tu es mal parti avec ta charia basée sur le Coran. Mon frère, je te le dis direct. Il y a tellement de problèmes à gérer que tu ne peux pas te reposer sur le Coran. Et même parmi les 20%, il y a des contradictions et de l'espace pour interpréter. Oui, non, mais bref, voilà, on y viendra, les gens. Ça sera sur l'épisode 2 de la vidéo. La charia a beaucoup d'interprétations. Bah oui, c'est ce que je dis, PLEF, QLF. Oui, moi, c'est ce que je dis. Et même de parler de la charia, même la conception pour certains, de croire que la charia, c'est un ensemble de lois, pour certains musulmans, c'est pas une bonne interprétation de ce qu'est la charia. Mais bref, les gens, là, on va dans d'autres débats, plus théologiques et même plus philosophiques, théologico-philosophiques. Bref, la charia, c'est pas la femelle du chariot. Après, moi, ça me fait un peu rire. Oui, ils croient que la charia, c'est vraiment le code civil, tu vois. C'est ça qui me fascine. Vous aimez la charia, Wissam? Certains le disaient depuis bien plus longtemps. Conspué de tous car trop en avance, un certain Jean-Marie Le Pen déjà... Voilà, un ancien collaborateur, quelqu'un qui a eu dans son parti politique des collabos, des nazis, qui a torturé en Algérie et qui a été raciste toute sa vie, mais on se demande pourquoi on traite frontière d'extrême droite. Déjà en 1989,
après l'affaire timidement surnommée du foulard de Creil, avait osé dire L'affaire du foulard de Creil, timidement nommé. Pourquoi il aurait fallu l'appeler comment? C'est quoi un nom pas timide sur cette affaire? L'islamisme! L'affaire de l'islamisme! avait osé dire dans l'heure de vérité « L'islam me fait peur, d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. C'est une force qui est animée par une volonté de conquête. » Une force qui est animée par l'islam. Tu sais, on est tous reliés, les musulmans, et on est en train de se constituer une force. Et il n'y a pas besoin d'organisation. Je veux dire, les gens, on n'a pas besoin de se réunir et tout. C'est intrinsèque à l'islam. L'islam en France, les musulmans, dès que tu te convertis, tu participes à ce projet de conquête du pouvoir de la France. Il n'y a même pas, tu sais, on n'a même pas besoin de se parler. On se sait. Nous, les musulmans, on se sait. On se regarde en mode, toi aussi, t'es... Non, c'est bon. On est un pouvoir de conquête. Même inconsciente. Ah mais en plus c'est vraiment ça. Oh putain, c'était vraiment ça. Ils sont vraiment dans cette optique. À peine né à l'époque, c'est plus de 2 décennies plus tard que je découvris cet extrait. Je ne puis que me demander pourquoi on ne l'avait pas écouté. D'autres prévenir aussi plus tard. Dans les années 2000, Georges Bensoussan, dans son livre Les territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République. Alors bien sûr, quand on parle des territoires perdus de la République, on ne parle pas de l'Alsace-Lorraine. Hein. Là, en fait, on veut vous parler des territoires dans lesquels la laïcité n'est plus appliquée ou n'est pas appliquée. Et on ne parle pas de l'Alsace-Lorraine. Non, ben c'est le 93 et tout, hein, tu vois. Là où il y a les Arabes. Et nous, on est en mode, effectivement, c'est des territoires perdus de la République. Moi, je trouve que c'est un très bon terme. Mais pour dire qu'apparemment, la République nous a totalement oubliés en termes de services sociaux, en termes d'argent, en termes d'éducation. Effectivement, on a été oubliés. Il faudrait qu'on se réapproprie le terme. Tu vois, les territoires perdus de la République, en mode, hé les frères, oh, vous avez oublié qu'on était là ou qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir des trucs? Comment ça se passe? Parce qu'en plus, on travaille. Hein. Il a fallu plus de 35 ans pour qu'un timide rapport ose dire ce que certains savaient depuis toujours. Mais ce n'est pas seulement l'islamisation qui nous donne raison. Mais en plus, le rapport dit que c'est ces 30 dernières années, allez, ces 20 dernières années qu'il y a vraiment eu une montée de l'islamisme. Donc vous le saviez avant la montée de l'islamisme, c'est ça? Vous êtes très fort. C'est aussi l'insécurité liée à l'immigration. Ce fléau que la gauche excuse et que la droite molle tolère. Ouais, je me rappelle là quand il y a eu de la délinquance et Mélenchon a dit c'est pas grave. Allez, tout le monde est pardonné. Allez, non, c'est bon. Je suis magnanime. Un autre plateau, je dénonçais. 24% des prisonniers en France sont étrangers alors qu'ils représentent 7% de la population. Les gens, oui, ça c'est toujours. Ça me fait toujours penser à Chomsky, à Lepage, quoi. Un facho, en 2 secondes, il dit 27% des prisonniers sont étrangers alors qu'ils représentent 7% de la population. Donc dans l'idée, c'est que les étrangers sont beaucoup plus délinquants que les autres et il te faut 1 heure pour t'expliquer que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est déjà que les flics sont beaucoup plus sur les étrangers. Déjà, tu te fais emprisonner pour avoir volé un sandwich aussi. Et que déjà, il y a les trucs de précarité, lien entre précarité et délinquance, la police qui contrôle davantage certaines parties de la population. Mais non. Et moi, je rappelle le truc. Il y a un truc qui est courant à toutes les sociétés capitalistes, c'est que la classe ouvrière est surreprésentée dans les prisons. Donc, question aux fachos, est-ce que ça veut dire que les ouvriers sont, de par nature, plus délinquants que les autres? Là, il ne faut pas avoir d'explication structurelle, hein. Pas d'explication économique et tout. Il y a une tendance lourde dans les systèmes capitalistes, c'est que plus tu fais partie de la classe ouvrière, de la classe populaire et tout, plus tu as tendance à être surreprésenté dans les prisons. Donc, ça veut dire que, contrairement aux bourgeois, contrairement aux classes moyennes, les ouvriers sont par nature plus délinquants. Si je suis votre logique, hein. Ah. Les chiffres implacables viennent de l'INSEE et du ministère de la Justice. Pourtant, à l'époque, on me taxait de racisme, de xénophobie, mais je n'avais rien inventé. Ça, toujours la même chose. Je veux dire, tu vois des Noirs et des Arabes en prison. Si ta seule explication, c'est des Noirs et des Arabes, t'es raciste. Y a pas besoin. Je veux dire, on va pas faire une thèse de 6 heures pour expliquer en quoi c'est raciste. Si ta seule explication quand tu vois des Noirs et des Arabes en prison, c'est des Noirs et des Arabes, oui, c'est raciste. Voilà, c'est tout. C'est comme si, par exemple, tu vois des Blancs qui réussissent, tu te dis, ils sont blancs. C'est pour ça qu'ils t'es raciste. Voilà. Un autre prophète, Laurent Oberton, qui a subi la même opprobre que moi. Son livre La France Orange Mécanique dévoilait la réalité brutale d'une violence galopante liée à l'immigration. J'aime bien comment tous les travaux sociologiques, tous les travaux académiques sur la délinquance, sur le fonctionnement de la justice, sur le fonctionnement de la prison, ils en ont rien à foutre, quoi. documentait une hausse des crimes avec une surreprésentation des étrangers. Oberton s'était fait allumer par... c'est un pote à Papacito. Ah oui, non, mais Laurent Oberton, les gens, c'est un gros facho. Vraiment un gros facho, mais il est pote avec Papacito, il est pote avec l'autre, là, le dessinateur, comment il s'appelle? Marceau. Et il s'était fait épingler aussi parce qu'il avait une page, c'était un blog et tout, ultra raciste. C'est Didier... Attends, comment il s'appelle? Un Bourdon, non? Comment il s'appelle? Un gars qui a écrit un livre sur l'extrême droite. Jeunesse blanche, drapeau noir. C'est très, très bien. Si ça vous intéresse,
c'est une enquête journalistique. Donc c'est lui, de Sébastien Bourdon. Je crois que c'est bien ça. Allez, ouvre-toi, page. Voilà, Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau et de l'extrême droite radicale. C'est un très très bon livre. C'est pas un truc théorique du tout. Si la théorie ça vous fait peur, si la théorie ça vous ennuie, bah foncez sur ce livre parce que c'est vraiment un travail d'enquête. C'est un long travail journalistique sur toute l'extrême droite, son renouveau et surtout l'extrême droite très le GUD. Voilà, le GUD. Mais tout ce qui entoure le suprémacisme blanc, les organisations d'extrême droite, il y a aussi beaucoup les identitaires, blocs identitaires et tout. Et il parle aussi de Oberton. Donc Oberton s'est fait connaître comme écrivain, genre essai, polémique, qui dérange tout le monde. Mais déjà, son livre, on voyait que c'était un énorme racelard. Mais en plus, ils ont retrouvé ses écrits de blog qu'il n'arrête pas de nier. Hein. Oberton, sois un peu courageux, assume. Vous parlez de courage, vous assumez pas vos idées. Assume que c'était toi le blog. Dis que c'était toi. Et qui étaient les gens, il était ultra raciste. Mais raciste nazi. Vraiment raciste biologique et tout. C'était une dinguerie. Donc si vous voulez apprendre sur tout ça, je vous invite à aller lire ce livre. Allez l'acheter et tout. Il est vraiment très 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 bien. Si ce sujet vous intéresse. Vraiment un très très bon livre. Les médias l'ont cloué au pilori, le traitant de raciste et d'extrémiste. Il est objectivement raciste. Sauf qu'il ne l'assume pas, quoi. Mais il est objectivement raciste. Ses détracteurs préféraient ignorer ces données, pourtant tirées de rapports de police et de sources documentées. Parce que les rapports de police, tu sais, ils sont en mode, il n'y a rien de plus neutre qu'un rapport de police. Alors on vous dit que la neutralité, elle est difficile à atteindre, elle est impossible et il faut tendre vers la neutralité. Mais elle est impossible même dans le travail universitaire, même dans le travail académique, même dans les sciences dures, la neutralité. Hein. Alors dans la police, dans les rapports de police, mais ça, ils n'ont aucune idée de comment marchent les sciences et tout. Hein. Tout s'est révélé vrai. Ces zones de non-droit, ou plutôt ces zones de non-France. Ces zones de non-France. Après, est-ce que forcément non-droit et non-France, c'est pareil? Je crois pas, hein. Mais ces zones de non-France, ça va, ça me dérange pas. Je suis en mode, oui, bon, il y a pire. Puis si on parle de droit, genre droit et France, c'est synonyme, je crois pas. Les mêmes qui pleurnichent sur le vivre ensemble ferment les yeux sur les Français terrorisés par les hordes de barbares. Eh, bande de vicos. Les Français terrorisés par cette horde de barbares. Vous pouvez arrêter de prendre les Français pour des petits êtres effrayés partout. Et vous pouvez, moi, je ne pense pas que les Français sont profondément terrorisés par les hordes de barbares. Je pense que les Français sont aussi, peuvent être courageux et peuvent déjà ne pas rentrer dans vos paranoïas sur les barbares. Et c'est pas des vicos, quoi. Faut arrêter, hein. Français qui prennent le métro en regardant le sol par peur de se prendre un coup de couteau dans le ventre par un Afghan fraîchement débarqué. Moi, je veux bien qu'on aille sur les statistiques de la peur, de ça, parce que c'est déjà arrivé et tout. Mais après, il faut aussi avoir une analyse rationnelle. Vous connaissez la rationalité. Et je veux dire, si vous êtes effrayé par la perspective de se balader et donc vous baissez la tête pour ne pas reprendre un coup de couteau, mais alors, si on va sur le sens de la statistique, je pense qu'il y a plein de choses que vous ne devriez pas faire parce que c'est encore plus dangereux. Ne serait-ce que prendre une voiture. Le risque de mourir en voiture, il est encore plus énorme, tu vois. Donc, si on va vraiment dans vos réflexions et dans vos logiques, en mode, ah bah, c'est normal d'être effrayé, c'est déjà arrivé. Oui, mais vous avez de plus grandes probabilités de mourir d'autres choses et ça ne vous effraie pas. Moi, je suis pas en train de vous dire c'est impossible. Vous avez absolument zéro de chance d'arriver. Mais je pense qu'elle est quand même minime, très très minime et que vous avez beaucoup plus de possibilités de mourir d'autres choses. Et pourtant, vous n'êtes pas effrayé par ça. Tu vois, moi, j'ai aussi des possibilités, je sais pas, de mourir d'un attentat de la part de l'extrême droite, d'un suprémaciste blanc. Ça peut aussi arriver. On est d'accord que le risque n'est pas de zéro. On a déjà vu des attentats d'extrême droite. C'est pas pour ça que je vais baisser la tête, tu vois. Et c'est pas pour ça aussi que je vais exagérer la probabilité de mourir de ça. Comme, d'ailleurs, c'est peut-être que ça vous vient pas en tête, mais nous, les Arabes de France, on peut aussi mourir des attentats de terroristes islamiques. Ou même des coups de couteau de gens dans la rue. On dirait qu'il n'y a que les Blancs qui peuvent mourir de ça. Non, ça arrive aussi aux Noirs et aux Arabes. Hein, et ben, on vit, quoi. On vit parce qu'on sait que malheureusement, le monde est de plus en plus violent. Et encore ça, il faudrait savoir, tu vois, il faudrait vérifier. Mais bref, on est dans une tendance fasciste et donc c'est en train de durcir les tensions. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Ou par la police, oui, on peut aussi mourir sous les mains de la police, effectivement. Non, la charia vous interdit de mourir. En 2023, après la mort de Naël, on a vu ces immigrés et leurs descendants désormais français par la CAF versée. Français par la CAF versée, ça ne marche pas vraiment comme ça, c'est différent. Mais si tu veux, on est français par la CAF. Il n'y a pas de souci parce qu'en plus, dans les quartiers, tout ça, il n'y a que des chômeurs, c'est évident. Les vachos, le monde réel, vous le connaissez. Dans les quartiers, il n'y a que des chômeurs, il n'y a que ça. Et l'immigration en tant que telle, ce sujet tabou, ce mot maudit.
vous pouvez pas nous dire, vous vivez pas dans le monde réel. La réalité, ça vous fait des mal. Et dire en même temps, on n'a pas le droit de dire immigration, le mot est tabou. Comment c'est possible? Comment vous pouvez avoir un discours en mode, vous voulez pas vivre dans la réalité et dire en même temps, l'immigration, c'est un sujet tabou. Alors que c'est the sujet du moment et qui a été récupéré aussi par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, même Bayrou et tout, ils n'arrêtent pas de parler d'immigration, on n'arrête pas de parler de ça. Comment vous pouvez dire, comment vous pouvez assumer en regardant droit à la caméra et dire on n'a pas le droit de parler d'immigration, c'est un sujet tabou. Bande de mythos, vous êtes des menteurs. En 2015, assis dans mon canapé, je lisais Le suicide français d'Éric Zemmour. Une ligne vers la fin attira mon attention. Les élites ont désintégré le peuple en le privant de sa mémoire nationale par la déculturation, tout en brisant son unité par l'immigration. Quelle analyse la plus idéaliste, quoi. Attendez, on va refaire parce que... Une ligne vers la fin attira mon attention. Les élites... Quelles élites? Qui? C'est qui les élites pour Zemmour? Comment ils caractérisent les élites? Est-ce que par exemple Bolloré c'est une élite? Il me semble que c'est une élite. Pourtant Bolloré il va plutôt dans le sens de Zemmour. Donc qu'est-ce que c'est les élites? Dis-nous, explique-nous plus concrètement quelle est l'analyse que vous avez fait des élites. À partir de quel moment on parle d'élite? On désintégré le peuple. Le peuple, là aussi, de quel peuple vous parlez? Voilà, c'est quoi? Désintégrer le peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre définition du peuple? Qui appartient et qui n'appartient pas au peuple? Voilà, et est-ce que le peuple de 2025 en France c'est le même que 2000? C'est le même que les années 60, c'est le même que 1800. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire désintégrer le peuple? Quand est-ce qu'il a été intégré le peuple? Parce que je rappelle, la France par exemple de 1900, où tu avais les ouvriers qui étaient contre la bourgeoisie, tu avais des gros partis fascistes et des gros partis marxistes, ça faisait pas un peuple. Donc à quel moment il y avait un peuple uni? Voilà. Les élites ont désintégré le peuple en le privant de sa mémoire nationale. Mémoire nationale, ça aussi, vous êtes dans le délire, vous voyez pas comment c'est construit, comment vous-même vous parlez de roman national. Vous-même vous parlez qu'il faut faire un roman national et vous n'hésitez pas parfois à dire même aller dans la mythologie et tout, il faut inventer un roman national. Parce que, voilà, si on fait l'histoire de la France, il n'y a jamais eu vraiment un peuple uni, vraiment soudé à fond, quoi. Voilà. La déculturation, tout en brisant son unité par l'immigration. Quelle unité? À quel moment? Je veux dire, moi, le seul moment où j'ai vu l'unité nationale, c'était en juillet 98. Voilà, pendant une soirée, il y a eu l'unité nationale grâce à Zinedine Zidane. Sinon, je ne sais pas à quel moment vous parlez d'unité nationale, quoi. Ou alors sous les nazis. Mais j'ai l'impression que à ce moment-là, vous étiez plutôt du côté des nazis. Et il y avait quand même pas mal de Français qui étaient en mode on arrive à s'y faire de la présence des Allemands. Ils sont quand même sympas, hein. Voilà. Oublie pas Petit aussi. Oui, c'est vrai, Emmanuel Petit. C'est vrai. Ces mots résonnèrent dans ma tête telles les cloches du Sacré-Cœur. Oh, c'est ridicule. Rachid, arrête. En plus, tu vas pas me la faire à moi, Rachid. À quoi tu joues? Il passa les années suivantes de sa vie devant les tribunaux. Bah après, il a eu des propos racistes. Est-ce que tu peux nous dire? Et d'ailleurs, vous aimez bien les délinquants, vous, j'ai l'impression. Hein. Mais les chiffres lui donnent raison. 150 000 nouveaux arrivants en 2000, chiffre déjà délirant. 300 000 en 2015, 500 000 aujourd'hui. Tu sais, ça c'est aussi le truc, ça c'est pour parler aux teubés. Les teubés ne savent pas comment ça marche, l'immigration, ne sont pas du tout au courant où, tu sais, dans l'histoire, combien d'immigrés viennent, combien partent, combien restent, de quels immigrés on parle, est-ce que c'est différent dans les autres pays, statistiquement ça représente quoi, quelles sont leurs intégrations. Non, juste 150 000 immigrés, 300 000 immigrés. Ils sont... Waouh, 300 000 c'est quand même beaucoup, non? Moi, je connais rien au sujet, mais 300 000, ça m'a l'air énorme, non? Une immigration massive, majoritairement extra-européenne, qui ne s'assimile pas, qui transforme des quartiers en enclaves étrangères. Je sais pas aussi ça, ce que ça veut dire, les enclaves étrangères. Voilà, si vous pouvez me dire comment ils transforment les quartiers en enclaves étrangères, comment ça se passe, voilà. Impose ses mœurs. Et ces mœurs, les mœurs des étrangers, c'est quoi, par exemple? Dis-moi. Par exemple, là, tu parles de Zemmour. Les mœurs des étrangers, c'est quoi? C'est la domination de l'homme sur la femme? Mais c'est pas Zemmour, c'est pas lui qui est en train de faire l'éloge du patriarcat, qui disait que les femmes pouvaient pas faire de la politique, qui était en mode le monde il est efféminé et tout. Donc voilà, de quelles mœurs tu parles? Chez Frontières, nous n'avons jamais cessé de sonner l'alerte. Notre premier numéro s'appelait Immigration, réagir ou périr. Après, j'ai l'impression que tous vos numéros, c'est ça. Immigration, islam, immigré, délinquance, immigré, re-immigré derrière, les immigrés qui re-immigrent après avoir immigré. Moi, j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond, mais bon. Les 3 I. Immigration, insécurité, islam. Voilà, ça, c'est vraiment, il faudrait faire un truc sur les idiots utiles des bourgeois, quoi, vraiment. Il y a un petit OQTF de temps en temps. Oui. Et ça, d'ailleurs, il faut rappeler le nombre d'OQTF en France, tu vois, c'est une dinguerie. Hein. Après Samuel Paty, j'accusais l'extrême gauche qui contrôle l'éducation nationale. L'extrême gauche qui contrôle l'éducation nationale. Si seulement, frère! Si seulement vos angoisses, c'est nos rêves. Si seulement l'extrême gauche contrôlait l'éducation nationale. Le rapport sur les frères musulmans, comme les statistiques sur la délinquance ou les flux migratoires, nous donnent encore et toujours raison. Si seulement
ils nous avaient écoutés plus tôt. Qui aurait dû les écouter plus tôt? Nous, les Français? Ah mais merde, moi je suis pas français. Thomas, poignardé à Crépol, serait encore en vie. Lola, Philippine, Louise, Mégane, Elias aussi. Les Français ne vivraient pas dans la peur. Les banlieues ne seraient pas des zones de non-droit. J'aime bien comment c'est seules les victimes blanches tuées par des Noirs et des Arabes qui les intéressent. Tu sais, ils sont vraiment à deux doigts de dire nous on veut une délinquance française en fait. Nous le problème c'est pas qu'il y ait de la délinquance, c'est qu'elle est noire et arabe. Nous n'étions pas des pessimistes, mais des sentinelles. Nous avons vu venir le péril. Nous l'avons nommé. Nous l'avons combattu. Pendant ce temps, les élites, ces journalistes serviles, des politiciens lâches, ont nié, pire. Là c'est vraiment le pic de son discours. Là il est en mode on était là, on l'a toujours dit. On s'est battu contre vents et marées, contre les Noirs et les Arabes. Il y en a marre. Les Noirs et les Arabes. Vous comprenez pas? Ils sont là. Les Noirs et les Arabes. Ont voulu nous faire taire. Et ce qui m'amuse, c'est qu'ils se la jouent encore en mode victime. Les pauvres, ils sont pas écoutés. Tout le monde se moque d'eux. On n'a plus le droit de parler d'immigration et tout. Alors que les gars, vous êtes hégémoniques. Arrêtez de vous plaindre. Mais dites-vous plutôt, vous avez gagné pour l'instant. On était des nazis avant que ça redevienne à la mode. Oui, exactement. Vos idées, pour l'instant, ont gagné. La France sombre, mais elle n'est pas morte. À vous de reprendre le flambeau. Par les urnes, de chasser les traites. Et pour voter qui? Pour voter Zemmour, Le Pen? Ils appellent à voter qui, Frontière? Est-ce qu'ils sont en mode un peu vote utile, voter Le Pen ou un truc comme ça? De restaurer la nation. Thomas, Lola, Paty et tant d'autres martyrs nous le demandent. Faut arrêter de récupérer des victimes comme ça. Faut arrêter, quoi. Faut l'instrumentalisation de l'extrême droite, là, comme ça, de victimes. Et que demandent tous les gens qui sont en train de souffrir dans la précarité? Que demandent les millions de Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois? Et s'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, c'est pas à cause des immigrés. C'est pas à cause des Noirs et des Arabes. Et les milliardaires, là, ils sont en train encore de gagner des milliards et des milliards et des milliards pendant que vous êtes en train de leur pomper le dard et dire les Noirs et les Arabes, vous êtes des grosses merdes. C'est une folie, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'ils instrumentalisent comme ça des gens qui sont victimes de malheur pour des raisons notamment de manque de services publics, de manque de suivi, de tensions qui montent sur la précarité et tout. Et ils sont en train de pomper les milliardaires et de détourner l'attention et ils s'en foutent des millions. Je veux dire, là on a la guerre sociale la plus atroce qui est menée par Bayrou. C'est en mode, allez, débrouillez-vous, j'en ai rien à foutre. Il y a des familles, les restos du cœur, ils sont dépassés par le nombre de pauvres qui arrivent. Et eux, ils sont en mode, les Noirs et les Arabes, en fait. C'est une dinguerie. Et en plus, eux, ça n'arrête pas. Vous savez, c'est comme son reportage sur Élise Lucet. Genre, c'est quoi ta priorité là? Élise Lucet, c'est l'une des seules à montrer sur les chaînes publiques les grands détournements, les magouilles, des grands patrons et tout. Et ils se disent, ah, c'est une bonne idée peut-être de montrer que Élise Lucet, c'est peut-être une arnaque. C'est dire. Du crime, ainsi toujours le crime ouvre la route. Il faut écouter Cassandre. Ah, Cassandre, ok, le truc de mauvais augure là, ok. Il disait, non mais Cassandre il dit pas ça, je crois. Cassandre il va juste là parler de Drag Race, de culture queer et tout avec Kayona et tout, mais je crois pas qu'il va parler de ça, je crois pas. Eh ben écoutez, c'était vraiment de la merde comme d'habitude. Là, Frontière, ils nous disent que le problème des 3 I, c'est-à-dire le problème de l'immigration, de l'insécurité et de l'islam, vous savez en fait ce que c'est le vrai problème? C'est Frontière et les frontières. Citoyens du monde.